lorsqu'avec Raphaël, nous avons voulu mettre ce sujet du digital à l'ordre du jour, ça faisait partie des points sur lesquels on souhaitait faire un focus au cours de cette année, dans l'engagement du dirigeant, que signifie l'engagement digital. Nous sommes tombés sur le livre, si je puis employer cette expression, d'Alain et de Gérald, et là on s'est dit, il n'y a pas photo, c'est eux qu'il nous faut pour le 4 octobre, et ils ont tout de suite répondu à notre appel. Vous allez voir, ce livre est passionnant, vous ne l'avez sans doute pas encore tous lu, mais vous l'avez. Il est passionnant parce que je trouve que pour des personnes qui, alors là je parle pour moi, qui ne sont pas très férus de digital, c'est une manière d'entrer dans le sujet tout à fait pédagogique, où on va à l'essentiel, c'est-à-dire qu'on ne parle pas trop de technique, ce qui moi m'aurait un peu rebuté, mais on parle vraiment de, finalement, cette ère du digital et cette ère du numérique, qu'est-ce que ça ouvre comme perspective pour nous dirigeants. Et c'est quand même bien ça l'ADN du cercle. Et donc le sujet et le livre étaient tout à fait appropriés. Je vous remercie d'accueillir Alain Roumillac et Gérald Karsanti. Si vous voulez bien me rejoindre. Alors on va commencer par une petite introduction. Et puis ensuite, rassurez-vous, on servira l'entrée. Vous pourrez poser des questions entre chaque séquence, bien évidemment. Première séquence, on va faire un constat, si vous voulez bien. Et j'ai envie de vous poser la question, Alain, puisque tu es là, tu peux commencer. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est finalement, quand est-ce que vous avez senti la bascule ? Bien, merci Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Donc très heureux effectivement de partager avec beaucoup de gens que j'ai rencontrés dans au travers de cette assemblée. Pour revenir sur ce point, moi le sentiment que j'ai, et en particulier en accompagnant un certain nombre de grands groupes, c'est que ces grands groupes, moi je dis aux alentours d'il y a 4-5 ans, peut-être on sonnerait ça autour de 2011-2012, voyant arriver les plateformes, ce qu'on a appelé l'ubérisation de l'économie, se sont dit le digital c'est quelque chose de sérieux et il faut que je m'engage dans un projet de transformation digitale. Et tous ont commencé à annoncer à ce moment-là, et donc dans les années qui ont suivi, donc des projets de transformation digitale relativement majeurs, et on a vu apparaître ce sujet du digital. Et puis ce qui est arrivé derrière, c'est que ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que pour mettre en œuvre cette transformation digitale, ça avait des impacts sur leurs organisations et sur leurs compétences sur la gestion des ressources humaines. Et moi j'ai senti, en particulier pour les dirigeants des grandes entreprises, il y a à peu près 2 ans, que le sujet des ressources humaines, de la gestion du leadership, la gestion des talents associés à la transformation digitale, ça devenait un élément clé et qu'on ne pouvait pas réussir la transformation digitale, la transformation business, si on n'associait pas une transformation des compétences et des ressources humaines. D'accord, donc tu vois ça assez récemment finalement, 2014 en gros. Absolument. Gérald, tu partages ce point ? Oui, globalement oui. Disons que moi, je pense que le point de rupture, ça a été des sociétés comme Uber ou Airbnb, parce que si on se rappelle, il y a eu une première vague de start-up avec l'émergence d'Internet. Internet 95 correspond à la 3e révolution industrielle. Et à ce moment-là, on sent bien qu'il y a un changement assez colossal dans les entreprises. On parle à ce moment-là de e-business, de présentation. Finalement, les entreprises se présentent sur Internet, elles ne font pas encore vraiment du business. Mais il y a l'émergence de start-up pendant la fin des années 90, puis la rupture avec la bulle Internet. Et la raison de cette rupture est liée principalement au fait que la promesse technologique de toutes ces sociétés, à l'époque il y en avait plein, n'était pas au rendez-vous. La technologie n'était pas au rendez-vous. Elle ne permettait pas finalement de faire ce que les entrepreneurs avaient dans la tête. Et ça a tout changé, puisque finalement, il y avait beaucoup d'attentes, les analystes avaient beaucoup d'attentes, les marchés avaient beaucoup d'attentes, et puis patatras, tout est tombé par terre parce que ça n'était pas au rendez-vous. Avec la 4e révolution industrielle qui commence vraiment aux alentours de 2000, un petit peu avant la crise de 2008, donc ça tombe bien,
Parce que quand la crise est arrivée, du coup, parce qu'on s'en est sorti très bien, en fait, finalement, de la crise. On n'en est pas toujours totalement sorti, mais en 2008, on pouvait s'attendre à ce que ce soit un effondrement pour de nombreuses années. Et en fait, on s'en est plutôt remarquablement bien sorti grâce, justement, à la technologie. Et la technologie, c'est quoi? C'est le cloud, bien sûr, c'est les plateformes analytiques, c'est le développement agile, c'est la capacité, finalement, de développer des applications en un rien de temps. Ça dure pas, c'est pas des projets qui durent 3 ans, c'est des projets qui sont plutôt en mois, voire en semaines. C'est plus des dizaines de millions d'euros, mais c'est quelques centaines de cas, et ça change la donne. Et si vous êtes comme moi utilisateur de Uber, on comprend ce qui se passe. Mais je prends un autre exemple, c'est l'exemple de l'hôtellerie, très rapidement. Quand on est à la tête d'une chaîne d'hôtels... J'ai des questions là-dessus, j'y viens. Mais donc, ma vision, c'est que la technologie a créé des ruptures telles que les entreprises sont complètement retrouvées à devoir réinventer leur modèle, avec des conséquences sur tout. C'est réinventer la façon de gérer les talents, recruter les personnes, quels sont les leaders dont on a besoin, quels sont les process dont on a besoin, comment attaquer les marchés, comment couvrir les partenaires, comment s'appuyer sur un écosystème. Tout a changé. D'accord, on va revenir sur tous ces points. Je voulais déjà, dans un premier temps, qu'on situe un peu chronologiquement les choses. Donc c'est intéressant de voir vos deux approches. Alain, c'est une rupture, c'est quoi? C'est une évolution lente, majeure? Alors moi, je pense que la rupture, c'est qu'on ne peut plus travailler en incrémental. Et même si on a beaucoup parlé de changement, de transformation, et depuis, on va dire, les années 70... Incrémental, pour ceux qui ne savent pas, on fait des changements, mais sans, on va dire, change petit à petit. Sans remettre en cause. Voilà. Et aujourd'hui, moi, je crois que la vraie rupture, c'est demain sera fondamentalement différent d'aujourd'hui. Et ça, on va dire, encore une fois, sur ce qu'on a évoqué, sur ces 5-7 dernières années, je crois qu'il y a beaucoup d'entreprises, et en particulier des grandes, qui se disent, si demain je veux être capable de survivre dans le monde tel que je le perçois, il faut que je fasse les choses de façon différente. Derrière, ce qui se passe, c'est que, alors on est toujours dans l'instantanéité du moment, du monde dans lequel on est, et puis on est face à des organisations et face à un corps social qui, lui, prend du temps à se mettre en mouvement. Donc c'est le paradoxe, c'est comment, et je pense que c'est le défi aujourd'hui de beaucoup d'entreprises, c'est comment est-ce que je me mets dans une situation de rupture par rapport aux choses que je faisais hier, mais tout en faisant en sorte que je réussisse à embarquer cette transformation à l'intérieur de l'entreprise et en accompagnant l'évolution de mon corps social. Et ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, et c'est pour ça que c'est très important, peut-être, d'être dans l'anticipation, d'essayer de comprendre ce qui va se passer dans quelques années, commencer à lancer tous les sujets de transformation pour être certain et aller à la vitesse maximale à laquelle on peut aller, mais changer les compétences, changer les comportements, ça prend du temps. Si vous deviez caractériser cette rupture par un ou deux signes les plus tangibles, Gérald, ça serait quoi? Ça serait tu as un peu répondu, les plateformes en quelque sorte. Mais... Oui, plateformes technologiques, mais moi je dirais surtout la prise de conscience des dirigeants. Il y a quelques années, l'informatique a toujours été un point de rupture en réalité. Donc, je me rappelle quand on a démarré justement notre carrière ensemble chez IBM, on avait les théories de Michael Porter, pour ceux qui s'intéressent à la question, et c'était la notion d'entreprise étendue. Et l'idée, c'était de relier la stratégie d'entreprise à la stratégie informatique, et de dire finalement l'informatique est un outil de compétitivité et de différenciation. Mais quand on allait voir les directions générales, on n'avait pas un super grand succès, quoi. Ils nous accueillaient en disant oui, ok, c'est bien, mais en fait c'est un centre de coût, point barre. Et ça tournait souvent comme ça. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Aujourd'hui, je vais donc prendre mon exemple de l'hôtellerie. Si on prend un patron de chaîne d'hôtels, d'un côté, il est assailli par des Airbnb et autres sociétés, et ça, pour bien l'illustrer, c'est une perte de chiffre d'affaires. C'est un chiffre d'affaires de 20% à peu près qui s'évapore et qui ne cesse de croître. Ensuite, à l'autre bout, ou plutôt de l'autre côté d'ailleurs, en amont, il y a la réservation. Et la réservation, il y a une partie qui est partie par téléphone, une partie qui est partie sur Internet avec Booking.com, TripAdvisor et autres sociétés. Et là, c'est plus du chiffre d'affaires, c'est de la marge.
qui s'évapore. Et c'est entre 15 et 25%. Et au final, dans toute la chaîne de valeur des hôtels, c'est la valeur information data qui s'évapore. Puisque quand vous réservez un hôtel, vous ne le réservez plus directement chez Accor ou dans une autre chaîne, peu importe laquelle, vous réservez chez Booking.com. Et donc, vous mettez votre donnée chez Booking.com. Et donc, eux, ils sont obligés de réinventer des systèmes pour retrouver la donnée. Donc, ça change tout. Donc, vous imaginez, quand on est patron d'une chaîne d'hôtels, le casse-tête chinois que ça représente, on se dit du jour au lendemain, je suis assailli par divers nouveaux entrants que je n'avais pas vu venir. C'est la fameuse formule de Maurice Lévy, qui, bien sûr, c'est son métier, mais le sens de la formule. Mais quand il dit, c'est lui qui a inventé l'ubérisation. Et je trouve ça génial, parce que c'est exactement ça. Il dit, du jour au lendemain, vous vous retrouvez avec quelqu'un qui est assis derrière votre bureau et qui vous dit, vous rentrez dans votre bureau, vous le voyez assis là, puis vous dites, mais qu'est-ce que vous faites là? Il dit, ben voilà, j'ai pris possession de votre bureau et plus. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe. Et toutes les sociétés, même je rencontrais des dirigeants d'AXA il n'y a pas longtemps, et AXA qui se pose des questions sur sa propre survie dans les années à venir, ben, ils le font. Moi, je trouve qu'ils en ont beaucoup de mérite, parce qu'ils se posent la question vraiment. Ils se disent comment on fait pour demain exister et rester la compagnie d'assurance leader mondial que nous sommes. Donc moi, je pense que ça, c'est un vrai changement, prise de conscience en haut, et puis ensuite, ben, ce digital qui transforme tout, et puis entre les deux, ben, la nécessité de réinventer l'entreprise. Alain, un exemple, un signe tangible de rupture pour toi? Non, mais je reviens sur ces sujets. Les signes de rupture, moi je le verrais aussi et je vais le reprendre par exemple sur des exemples de nos métiers. Aujourd'hui, quand on voit comment ça se passe par exemple, sur des sujets de recrutement, on commence à avoir des relations de plus en plus de mise en relation directe entre des plateformes et des gens qui cherchent du boulot. Alors, et peut-être que je pourrais revenir aussi sur ce qui est en train de se développer en termes d'emploi au service de ces plateformes, où on en parle beaucoup sur des sujets de précarité qui peuvent venir sur ces aspects-là. Et peut-être que je pourrais aussi, on pourrait peut-être y revenir, c'est sur une évolution que l'on voit aussi sur le positionnement de chacun des individus au niveau de la société. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de polarisation aujourd'hui du marché du travail entre les personnes qui ont la compétence, et en particulier cette compétence qui va leur permettre de naviguer dans ce monde digital, soit parce que ce sont eux qui mettent en œuvre ces nouveaux services, soit parce qu'ils les maîtrisent particulièrement bien, et ceux qui n'ont pas ces savoir-faire, et on voit et au milieu, il y a une disparition progressive ou un affaiblissement extrêmement important de la classe moyenne, et ce qui amène d'ailleurs à ce qu'il y ait beaucoup de gens qui se posent la question sur l'avenir de leurs enfants, et qui d'ailleurs conduit sans doute à un certain populisme. Et donc on voit aussi au travers de cette rupture, c'est que ces ruptures vont avoir des impacts extrêmement importants, non seulement sur les sociétés, les entreprises, mais sur la société, puisque derrière c'est comment est-ce qu'on recrée un nouveau modèle de société dans lequel tout le monde y trouve sa place. Et j'évoquais, en particulier avec nos patrons américains, et qui sont toujours très inquiets de comment est-ce qu'on perçoit le phénomène Donald Trump. Et vous dites finalement, il n'y a pas de chômage aux États-Unis, mais ce qui se passe, c'est qu'on avait des gens qui avaient un job d'ouvrier en usine, qui était considéré comme de la classe moyenne, et puis aujourd'hui, ils ont trouvé un job chez Walmart. C'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Et donc, on voit bien ces phénomènes aussi de mutation dans les emplois, dans leur qualité, dans comment est-ce que chacun va pouvoir se bâtir un futur au travers de l'ensemble de ces ruptures. Et ça encore, moi je pense que c'est un phénomène important que je pense que d'ailleurs, compris donc nos sociétés, nos politiques sous-estiment, mais qui va avoir un impact extrêmement fort sur la façon dont nos sociétés vont évoluer et ce n'est pas dans les 2 ou 3 ans, c'est dans les 10, 20 ou 30 prochaines années. Et toutes les répercussions sur l'emploi qu'on va examiner tout à l'heure. Avant de déguster l'entrée, une dernière question peut-être, et puis je donnerai la parole à la salle. Pour caractériser l'importance de cette rupture, je sais que tu aimes bien l'histoire, Gérald, donc je vais faire référence à l'histoire. L'homme a appris à dessiner, il a appris à écrire, il a appris à imprimer.
Aujourd'hui, il apprend à digitaliser. On est dans la même gamme de révolution? Oui, plus forte peut-être même, hein, parce qu'on sent bien que le digital, c'est un pouvoir infini. Hein. Quand on regarde sur le domaine du médical, par exemple, on voit bien que la puissance de ce que ça va apporter, ça va changer la façon de faire de la prédiction en amont, ça va permettre de soigner différemment, même d'opérer différemment. Donc c'est un monde qui est en plein changement. Ce que je crois qui a changé, par contre, entre les 4 révolutions industrielles, c'est le temps. C'est quand on voit l'impact du chemin de fer et de la vapeur finalement, puis de l'industrialisation de masse, qui est la 2e révolution industrielle, puis de l'Internet, dont le raccourcissement est absolument incroyable. On parle de l'Internet, on parle de 10 ans. L'impact d'Internet a été 10 ans. Il va continuer, hein, mais l'impact, c'est 10 ans. Disons 20 ans. Allez, 20 ans, si on veut vraiment prendre une période plus large. Là, on voit que l'impact des technologies est encore plus court. C'est-à-dire qu'on a vraiment des ruptures qui accélèrent le temps. Donc moi, je pense que c'est le temps qui est un facteur clé. Oui, et puis je crois que manifestement, la révolution qui arrive et qui va changer fondamentalement le monde qui nous entoure, c'est tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle et de la robotique, et l'association des deux, et où tout le monde nous prédit que dans les 20 prochaines années, alors ça passe du véhicule, de la voiture autonome, qui est sans doute le sujet qu'on voit le premier, parce que la voiture est devenue l'élément majeur de nos vies, mais récemment, il va y avoir un développement de cette robotique, y compris d'une robotique domestique, qui va changer nos façons de faire, y compris d'ailleurs notre relation à énormément de choses. Donc ça, c'est sur la vie personnelle, et puis bien évidemment à l'intérieur de l'entreprise. Tout le développement de ces technologies vont changer fondamentalement ce que va être la nature de l'emploi et la façon dont ça va se réaliser. Et d'ailleurs, en complément de ce que vient de dire Alain, si vous réfléchissez sur la technologie elle-même, il y a 8 technologies clés qui sont en train d'émerger, les robots, etc. Si on en prend 2, l'IoT et le blockchain. Le blockchain, actuellement, va totalement modifier la façon dont beaucoup d'entreprises, dans de nombreux secteurs, vont changer. Les métiers vont changer, tout va changer. On a une spécialiste avec Raphaël au cercle du blockchain. Et en réalité, un patron, imaginez le patron, vous êtes patron d'une entreprise, vous êtes patron d'une division, d'une filiale, peu importe, vous êtes patron, et vous avez des décisions à prendre. Vous ne pouvez pas rester en superficie. Vous ne pouvez pas vous dire, je vais avoir 2 spécialistes chez moi qui connaissent le blockchain, et puis ça va le faire. Non, ça ne fonctionne plus comme ça. Vous êtes obligé vous-même de maîtriser le blockchain, parce que les conséquences sur votre entreprise sont telles que si vous ne le faites pas, vous allez vous faire bouffer, tout simplement. Donc ça veut dire qu'il faut descendre dans le détail, et ça c'est totalement nouveau. Un patron avant, il pouvait déléguer ces aspects, comme il appelait, les aspects technologiques qui ne sont pas son problème. Demain, c'est plus possible, ça change la donne, ça change les secteurs, et donc du coup, tout découle de ça. La façon dont vous recrutez, dont vous pensez à votre business model, tout est impliqué. D'accord. Tout est lié à ça. On va aborder ces questions-là dans l'interview de Raphaël dans un instant. Je vous propose de regagner vos places, de commencer votre entrée, et je m'adresse à la salle pour savoir si sur cette première partie, c'est-à-dire le constat, l'état des lieux, on n'est pas encore dans les conséquences, on va y venir, mais sur le constat, l'état des lieux, est-ce qu'il y a des prises de parole, des questions, des oppositions? Camille? Oui, je commence par ici, c'est plus près. Bonjour. Alain, vous avez dit le corps social met du temps, et j'ai envie de vous dire, mais pas le client. Donc est-ce que le digital, ça n'implique pas aussi pour les entreprises de mettre un peu plus le client au centre de leurs préoccupations et de devenir beaucoup plus consumer-centric? Alors je pense que c'est déjà ce qu'elles font. Moi je vois une différence entre le client B2C et B2B. Et une vitesse d'adaptation et une capacité à switcher beaucoup plus importante de la part du consumers que de la part des entreprises elles-mêmes. Parce que, encore une fois, quand vous êtes une entreprise qui a acheté une autre entreprise, il faut déjà, si vous voulez changer votre façon de faire, ça nécessite que vous-même vous soyez obligé de changer, donc ça pose un certain nombre de problématiques. Donc oui, je pense que ça change. Et puis on revient toujours sur ces sujets d'expérience client qui deviennent clés et qui font aujourd'hui la différence. Voilà. Mais moi, et je rajoute sans doute une différence entre la partie B2B et B2C et une accélération beaucoup plus importante
sur toute la partie consumers. Oui, bonjour. Camille Béraud, Crédit Agricole. Vous avez dit que depuis 2 ans, il y avait un développement de la conscience, de l'impact du digital sur tout, en réalité. Et le sentiment que j'ai, c'est qu'effectivement, il y a une conscience de cet impact et une forme de déni quand même de nos dirigeants sur l'idée que ils vont dans terra incognita en réalité et accepter que on va vers l'inconnu et qu'il faut absolument que eux-mêmes développent l'imagination du doute, c'est-à-dire une phrase chère à Antoine Riboud que je fais mienne, pour accepter qu'ils ne savent pas, en réalité. J'aimerais bien avoir votre point de vue sur ce sujet-là. Alors d'abord, c'est une bonne question, parce que je me mets là pour que tout le monde me voit, mais d'abord, moi je fais la segmentation entre les dirigeants politiques et les dirigeants d'entreprise. Parce que déjà, je commence par les politiques. C'est un sujet qui m'est cher, parce que plusieurs fois, j'ai bâti un programme extrêmement détaillé sur le digital pour dire, vous ne pouvez pas être un dirigeant politique, être un sénateur, un député, un ministre, un maire, peu importe, vous ne pouvez pas avoir des fonctions publiques sans maîtriser le digital. Parce que nos enfants, vos enfants, demain, ils vont démarrer avec le digital et donc il faut des politiques qui comprennent ce dont on parle et qui fassent en sorte d'avoir l'infrastructure, ça commence par l'école, pour que les enfants puissent se développer correctement. Donc j'ai fait ça, j'ai présenté ça au Premier ministre, j'ai présenté ça au Président de la République, qui a trouvé ça génial, qui m'a demandé de lui écrire une lettre le lendemain, qui m'a relancé parce qu'elle n'arrivait pas assez vite. Et on est 3 ans plus tard, mon cours gratuit est resté dans les étagères. Alors, j'ai essayé de comprendre, j'aurais dit, mais attendez, à chaque fois que je voyais un ministre, il me disait bravo et il applaudissait des 2 mains. Donc je disais, pourquoi vous le faites pas? Parce que vous trouvez ça génial, mais moi je m'en fous que vous trouviez ça génial. Ce que je veux, c'est que vous le fassiez. Donc ils m'ont dit, le problème, c'est ça peut être ambigu. Je dis, pas de problème, j'enlève Hewlett Packard Enterprise. C'est que je le rends anonyme. On ne saura jamais que c'est mon entreprise. Ce sera totalement anonyme. De toute façon, je ne fais pas venir que des gens de mon entreprise, je fais venir les meilleurs profils du marché. Donc, il n'y a aucun problème, j'enlève ça. Alors maintenant, on y va. Alors, deuxième excuse, c'est gratuit. Alors, j'aurais dit, bon, attendez, là, je peux peut-être quelque chose pour vous. Mais ils m'ont dit, non, c'est gratuit. Alors, j'ai dit, bon, on peut faire quelque chose, je ne sais pas comment, mais on va trouver une solution. Mais bref, mon message, c'est, si vous pouvez m'aider d'une façon ou d'une autre par les réseaux sociaux, etc., je pense qu'il y a urgence à ce que nos dirigeants politiques incluent le digital, pas uniquement en superficie, mais réellement en profondeur. Après, pour les dirigeants d'entreprise, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience. Je pense que beaucoup de dirigeants qui sont en génération X et pour certains baby boomers, ça peut faire peur. C'est-à-dire que c'est une remise en cause, c'est comme tous les changements drastiques. Là, c'est un changement qui est complètement colossal. Donc beaucoup se réfugient derrière ce qu'ils savent faire, derrière leurs connaissances, et ils préfèrent finalement gérer un petit peu en attendant que ça passe, quoi, entre guillemets. Le problème, c'est que ça passe pas, et ça va pas passer, et ça va au contraire s'accélérer. Et là, moi, le message que je passe généralement aux générations X et aux générations baby boomers, c'est que leur intérêt, c'est d'y plonger. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, les 2 mamelles, les 2 piliers, on va dire, de demain, c'est le digital. Et le deuxième pilier, c'est ce que je développe dans un autre livre dont je vous parlerai à la fin, si Alain m'y autorise. Le deuxième pilier, c'est l'humain. Curieusement, dans un monde, parce que je dis curieusement, parce qu'on est dans un monde qui est totalement perforé par la technologie, l'humain est en train de redevenir un élément absolument vital, sous différentes formes. Ça peut être sous la forme du collaboratif, etc. Mais vous avez dit tout à l'heure qu'on ne sait pas grand-chose. Voilà, moi, c'est quasiment un leitmotiv. On ne sait pratiquement rien sur rien. Ou plutôt, on sait un petit peu de choses sur beaucoup de sujets. Mais en fait, au final, on ne sait rien sur rien.
parce que ça va tellement vite. Et puis surtout, la connaissance est tellement accessible que finalement, on n'a pas besoin d'être des experts. On a besoin de s'entourer des bonnes personnes. Il faut avoir les bonnes personnes sur les bons jobs au bon moment pour faire les bonnes choses. Et ensuite, il faut être capable de coordonner et de faire vivre tout ça. L'humain va redevenir une pièce maîtresse. Et là, sincèrement, l'humain, on l'acquiert avec l'expérience. Donc les X et les baby boomers peuvent apporter aux jeunes qui, eux, apportent le digital souvent. Et là, ça peut faire quelque chose de très efficace. Et certains dirigeants l'ont compris, déjà, bien compris. Je vais vous citer un exemple fabuleux, qui n'est pas un Gen Y, hein, il est plutôt un baby boomer, c'est Jean-Dominique Senard, le patron de Michelin. Voilà, vous passez une demi-heure avec Jean-Dominique Senard et il a tout compris, quoi. Tout compris. Alors, je voudrais juste, peut-être pour compléter, moi, donc, comme on accompagne un certain nombre de grands groupes sur leur transformation, j'en rencontre beaucoup de dirigeants, je pense qu'ils ont tous compris. Et quand je leur pose la question, mais demain, en particulier vos compétences, c'est quoi? Demain, j'aurai besoin de moins de monde et pas les mêmes. Ce qui fait la différence entre ceux qui passent à l'action et ceux qui n'y passent pas, c'est le mal, c'est avoir mal et avoir peur. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui considèrent que finalement, bon, pour l'instant, c'est pas encore dramatique. Et puis il y a ceux qui ont mal, et donc là, il faut qu'ils avancent, ou ceux qui ont peur. Parce que c'est hyper compliqué. Et le plus compliqué, c'est de mettre leur COMEX en mouvement. C'est de s'aligner, eux, leur DRH, leur patron de business unit. Hyper compliqué. Hyper compliqué. Enfin, moi, ce qui me marque, c'est la difficulté de COMEX, de grands groupes, et en particulier du groupe du CAC 40, pour qu'ils s'alignent entre eux sur ce qu'il faut faire. Et justement, à quelle vitesse il faut y aller. La plupart, je crois qu'ils ont compris ce qui va se passer, qu'est-ce qu'ils vont faire. Et la différence, c'est surtout, voilà. Et est-ce que je mets l'énergie sur ce sujet-là pour véritablement me mettre en mouvement, ou finalement, bon, ça va le faire encore quelques années, j'ai d'autres priorités, et ainsi de suite. Voilà. Donc, avoir mal, avoir peur, il faut l'un de ces deux ingrédients pour que les choses bougent. Alexandrine Mounier, Les Impliqués. Vous avez établi un lien entre l'ère digitale et un impact, un affaiblissement de la classe moyenne. J'aimerais que vous puissiez préciser cela. Et dans un deuxième temps, quel paradoxe vous pouvez voir entre cet impact et des valeurs fondamentales que porte l'ère digitale? Alors, je vais laisser Alain, parce qu'il va le développer. Peut-être que moi, je peux mettre ma petite nuance, on va dire. C'est que moi, je ne ferai pas ce lien aussi directement que ça. C'est-à-dire que je pense que comme l'a dit Alain, le digital va changer les métiers et va faire que il y a des personnes qui vont se développer. C'est comme toutes les révolutions d'ailleurs. Hein. Quand on a eu l'avènement de l'Internet, tout le monde, moi je me rappelle à l'époque, tout le monde prédisait que ça allait être un chômage épouvantable, que ça allait être une catastrophe, etc. Ça n'a pas été une catastrophe. Il y a certains métiers qui ont disparu, d'autres qui se sont créés, mais le bénéfice, on peut quand même le dire, c'est qu'il y a eu une création de valeur. Parce qu'on a éliminé des métiers répétitifs, à faible valeur ajoutée. On était encore dans l'Internet qui, finalement, automatisait les processus, encore dans cette logique-là. Là, on est dans un Internet différent. On est dans une logique qui est sur le net, avec les réseaux sociaux en particulier, où on voit bien qu'on n'est plus dans l'automatisation, mais dans la création de nouveaux business et dans des ruptures. On crée de nouveaux business, on crée de nouvelles affaires, de nouveaux pans de business, des brèches, comme on dit, dans lesquelles certains s'engouffrent ou pas. Est-ce que ça va générer un appauvrissement de la classe moyenne? Si cette classe moyenne reste figée sans prendre de compétences, la réponse est forcément oui, parce qu'il y aura des décalages. Mais je ne crois pas que c'est ce qui va se passer. Je pense que beaucoup ont déjà compris, beaucoup sont en train de développer leur propre business, leur propre job. On est en train de voir fleurir la notion de consultant indépendant, ce que Jacques Attali appelait être entrepreneur de soi-même. Bon, ça, c'est une formule, hein, parce que quand on est entrepreneur de soi-même et qu'on rame pour aller chercher les contrats, pour juste avoir à peu près
un tiers de ce qu'on avait précédemment dans un mode salarié. Là, on trouve qu'entrepreneur de soi-même, c'est juste pas génial. Donc, je pense par contre qu'inversement, ça va obliger l'ensemble des classes, et surtout celles justement du milieu, à se réinventer, à essayer de se projeter dans un nouveau modèle, donc à se former. Moi, je dis à mes salariés en permanence, je leur dis, vous devez, c'est pas l'entreprise qui va le faire à votre place. L'entreprise peut vous donner les moyens de le faire, mais c'est à vous de savoir ce que vous voulez faire de votre vie, de votre carrière, et de vous former en conséquence. Parce que sans la compétence, on n'est rien. Alors c'est ça que tu compléteras, Alain, mais je dirais que plus que jamais, et c'est ça qui est formidable, je trouve, c'est que la compétence est devenue un élément de différenciation. Plus que jamais. C'est assez curieux d'ailleurs, parce qu'en même temps, c'est contradictoire avec le fait qu'on a l'impression que le savoir est partout et accessible par tout le monde. Mais ce n'est pas le savoir qui compte, c'est la façon dont on utilise le savoir. Et là, c'est une notion, une nuance qui, de mon point de vue, est très très différente. Comment on utilise le savoir? Parce que vous pouvez accéder à tout, la question c'est vous en faites quoi de ce savoir qui est disponible? On anticipe... Attends, oui. Je veux bien, mais là, on est vraiment dans la deuxième ou troisième partie. Quand tu dis je veux bien, ça veut dire je veux pas. Non, mais c'est pas grave. Oui, non. Allez, c'était un langage, effectivement, un peu ambigu. Bon, allez, on poursuit. Alors, Olivier, une question sur le constat ou sur les conséquences? Sur le constat. Alors, allons-y. Constat, conséquence, je ne sais pas. De toute façon, il faut bouleverser la donne. Par rapport au constat, d'un point de vue historique, le point essentiel a toujours été de bousculer les COMEX des entreprises. Ça, ce n'est pas nouveau. C'était sur des sujets divers, etc. La remise en cause est absolument fondamentale au niveau des individus, au niveau des dirigeants politiques, dirigeants, oui, mais peut-être pas seulement. Moi, je crois qu'il y a un problème de fond. D'abord parce que dans ce que disait Gérald tout à l'heure, il y a la problématique compétences qui s'applique différemment aux dirigeants, cadres, etc., ce qui est ma tasse de thé habituelle, mais pas forcément à l'ensemble des salariés. Et là, c'est un petit peu plus compliqué quand même à gérer. Et puis il y a le constat, too big to fail. Finalement, est-ce que cette révolution implique l'éclatement des administrations, l'éclatement des grosses entreprises? On voit bien que Google est devenu une grosse boutique avec une gouvernance et une gestion atroce, versus des petites entreprises qui se créent partout, et même si ça a créé un certain nombre de difficultés. Ça, c'est intéressant parce qu'en plus, nous, on est vraiment dans l'actualité pour le coup, puisque notre entreprise, Hewlett Packard Enterprise, c'était une entreprise précédemment HP d'ailleurs, et une entreprise qui faisait 110 milliards de dollars, et notre présidente mondiale a pris la décision de la couper en plusieurs entreprises, et en se disant finalement, non pas parce que les gens voient qu'on se sépare, mais en fait on crée des business, ce qu'on appelle des pure players en anglais, des sociétés qui sont concentrées sur leur secteur. Donc elle a séparé le software. On est en train de séparer le software, qui va devenir un pure player software. On a séparé une partie des services, c'est un pure player service. PC imprimante, pourquoi? Parce que ce n'est pas les mêmes business models, numéro 1. Numéro 2, parce que quand on fait 110 milliards de dollars à la vitesse où le marché va, on n'arrive plus à capter les opportunités. Donc déjà, on revient à une entreprise de 30 milliards. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises du CAC 40 qui fait 30 milliards. C'est déjà gros. Mais à 110 milliards, on est totalement immobile et on ne peut rien faire. Donc moi, je pense que c'est intéressant et il va falloir voir ce que ça va donner. Pour être franc, y étant, j'espère que ça va marcher. Mais la réalité, c'est que beaucoup d'entreprises sont en train de le faire. Rank Xerox, par exemple, General Electric est en train de regarder. Beaucoup d'entreprises sont en train d'aller dans ce sens. Ma vision, là c'est mon avis, un avis très personnel, je pense qu'effectivement, on va aller vers des structures plus légères, de plus en plus. Mais il ne faut pas se raconter l'histoire, les grands groupes vont survivre, et ils vont survivre d'autant plus qu'à partir du moment où ils ont compris quelles étaient les ruptures, ils ont les moyens d'investir, ils ont beaucoup de fonds pour investir dans l'innovation, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais ils vont le faire différemment. Je citais tout à l'heure AXA, pour prendre cet exemple, et continuer sur cet exemple.
AXA, ils sont en train de réinventer des business models, une façon d'innover, une façon de développer des produits, en particulier pour toucher des cibles qu'ils n'avaient pas l'habitude de toucher, en particulier dans les PME-PMI par exemple. Ils sont en train de se réinventer. Après, ils ont une force de frappe telle que, voilà. Vous savez, moi je me méfie toujours des excès. Pendant 5 ans, on n'a parlé que des startups. Il n'y avait pas une émission de radio ou de télévision sans qu'on parle des startups. C'est très bien, parce que les startups ont donné cette... Et ça va continuer, il y aura toujours des startups. Mais ça ne va pas impliquer la disparition des grandes entreprises, ça j'y crois pas. Par contre... Les startups sont en train de se faire racheter par les grands groupes d'ailleurs. D'abord, elles se font racheter, et ce qui est d'ailleurs dommage, souvent, parce qu'en fait, il vaut mieux des Criteo qui deviennent des grandes entreprises qui se développent à l'international et qui réussissent, et il y a d'autres exemples, pas assez, d'ailleurs en France, pas assez, que des sociétés qui à peine arrivaient à une forme de maturité au bout de 3-5 ans, parce que les dirigeants se disent c'est pas pour moi ou c'est trop compliqué, etc., elles se font racheter. Et moi, les exemples que j'ai, j'en citerai pas, mais vous en avez tous en tête, qui se sont fait racheter et elles ont été complètement absorbées dans le groupe et elles ont totalement disparu en fait. Et on se demande même à la fin pourquoi les entreprises, les groupes les ont achetés. On se demande même pourquoi ils les ont achetés, parce qu'ils ont totalement disparu. Alain, on me dit, je ne dirai pas qui, mais que tu n'as pas répondu à la question sur les classes moyennes. Bon. Quand on fait toutes les analyses et qu'on regarde ce qu'est l'évolution de l'emploi en fonction du salaire, c'est une courbe en U. C'est-à-dire que les emplois qui se sont créés sur ces 5 dernières années, ce soit des emplois, en tout cas faiblement rémunérés, donc vraisemblablement des emplois faiblement qualifiés, soit des emplois fortement rémunérés, vraisemblablement fortement qualifiés. Et au milieu, il y a une déperdition du nombre d'emplois, lié, à mon sens, à plusieurs événements. Le premier, c'est le baisse d'emploi dans l'industrie. Et l'industrie, en particulier, ça paye raisonnablement bien. Quand vous êtes un ouvrier dans l'industrie, vous êtes raisonnablement bien payé. En particulier, vous êtes mieux payé que dans un certain nombre d'autres secteurs, dans la distribution, le service à la personne, un certain nombre de choses telles que celle-là. Et puis, vous avez le domaine du tertiaire qui est en train d'être transformé de façon assez majeure. Et je pense qu'on n'a encore rien vu. On l'évoquait, je pense, tout ce que l'on voit, nous, sur les secteurs de la banque et de l'assurance, où il va y avoir, vraisemblablement, ça a déjà commencé, mais il va y avoir une saignée dans les effectifs de façon extrêmement significative. Et là encore, on ne peut pas considérer que les métiers de la banque, ce soient des métiers qui soient mal rémunérés. Et ça revient sur une histoire des US où l'ouvrier de l'industrie qui est passé chez Walmart, ben évidemment, il est un peu frustré parce que sa vie est un peu différente. Voilà. Donc il y a ce phénomène, et toutes les études que l'on regarde, il y a ce phénomène en U. Alors moi, je n'ai pas obligatoirement toutes les explications de pourquoi ces salaires de niveau moyen ont baissé, mais une grande partie, c'est parce que d'ailleurs ils sont automatisés. Et donc ce qu'on évoque souvent et de façon assez simpliste, c'est de dire l'emploi demain, c'est de l'emploi dans la nouvelle technologie et du service à la personne. Donc, et pénurie de qualification sur les nouvelles technologies, enfin sur ces métiers-là, excès de capacité sur tout ce qui va être des emplois peu qualifiés, peu rémunérés. Donc, et en particulier, si vous êtes sur du service à la personne, y compris quand on vient vous livrer votre pizza, vous êtes extrêmement sensible au prix. Et comme le coût n'est fait que de salaire, donc ça met une pression sur le salaire, ce qui fait que vous restez extrêmement proche du salaire minimum. Donc, voilà, donc on se retrouve avec cette courbe en U, et toutes les analyses que vous pouvez trouver montrent ce sujet-là. Et toutes les analyses faites par les plus éminents cabinets de conseil montrent, dans les 10 prochaines années, pénurie de compétences à peu près dans tous les pays, en particulier dans tous les pays industrialisés, sur des compétences donc très fortement qualifiées, ce qui laissera d'ailleurs la possibilité aux gens qui seront sur ces métiers-là de choisir leur mode d'emploi, d'avoir une capacité à améliorer leur pouvoir d'achat. Et puis vous aurez de l'autre côté des gens, vous continuerez vraisemblablement à avoir un chômage de masse, puisqu'aujourd'hui, quand vous regardez, même en France,
Alors pas par rapport à la rémunération, mais par rapport au niveau d'études, bac plus 2 au-dessus, 5% de taux de chômage, bac et en dessous, 15% de taux de chômage. Voilà. Donc on a bien ce phénomène, et ces gens qui sont en bas, et le gap va être tellement important que ça va être très très compliqué si vous démarrez vraisemblablement et sans qualification pour arriver sur les métiers qui sont qualifiés. Alors que c'était sans doute ce qui faisait aussi l'ascenseur social. Vous rentrez dans l'usine, vous saviez rien faire, on vous aidait à progresser, vous veniez contremaître, vous réussissez à vous développer. Bon, voilà ce que sont toutes les analyses et que nous, on voit bien d'ailleurs, y compris dans les qualifications aujourd'hui qu'on nous demande. Ceci étant, dans les gens qualifiés, il n'y a pas non plus que des gens qui savent faire du numérique. Aujourd'hui, si vous êtes très qualifié sur un métier manuel, vous pouvez très très bien vous en sortir et ça ne pousse que pour aller vers encore plus d'apprentissage et de choses telles que celle-là.